Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathalie et Catherine et merci pour votre présence et on a hâte de vous entendre. Je vous présenterai dans quelques minutes. Écoutez, on voudrait vous parler ce matin de cet enjeu effectivement qui se cache à travers le petit jeu de mots qu'on a dans le titre là, de la transformation. On sait très bien on est à un moment où les questions de développement durable s'invitent de plus en plus fortement dans le fonctionnement des entreprises, que ça va avoir des effets assez significatifs pour bon nombre d'entre elles dans la conduite des opérations, dans la réflexion stratégique, et que tout ça va passer par des hommes, des femmes qui composent l'entreprise et qui vont devoir mettre en action ce programme de transformation. Et la question se pose de plus en plus, et on va d'ailleurs, ça va être l'objet, le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, de se dire, bah, finalement, est-ce que les compétences, est-ce que les aptitudes à mener cette transformation sont bien présentes au sein des équipes qui composent les entreprises? Donc, c'est cette question de la compétence et qui se traduit, on le voit de plus en plus, notamment dans les entreprises les plus matures, dont et Schneider Electric est un bon exemple, par des plans de formation pour accompagner la montée en compétence des équipes sur ces spécificités des enjeux de développement durable. Donc, ça va être le cœur de notre intervention. Pour échanger aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir deux personnes avec deux regards très différents. Alors, je vais être très impoli, je vais commencer par me présenter pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Arnaud Herman, président cofondateur d'Ecolearn. Et j'anime en particulier un certain nombre de formations qui sont réalisées par Ecolearn, Ecolearn étant un organisme de formation spécialisé sur les questions de durabilité. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, bonjour et merci Catherine Brennan d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Tu diriges, euh, tu es même maintenant directrice générale de Burdeo depuis quelques mois désormais. Burdeo que tu as rejoint en 2019 à travers lesquels tu as eu plusieurs rôles, d'abord en consultant de recrutement, puis dans la supervision de la branche People for Impact. Maintenant que vous avez séparé, tu pourras nous en dire un mot, mais Birdway a donc deux activités. Une activité plutôt portée sur le recrutement, que tu diriges désormais, et une activité plutôt portée sur l'animation d'une communauté et de la mise en relation entre des consultants, des freelances et des entreprises qui peuvent avoir des besoins plus ponctuels. Et puis avant cela, tu as passé de longues années, plus de 20 ans, dans le monde de l'industrie informatique, où tu mettais en œuvre des stratégies, relations clients et business, donc un fort ancrage aussi métier. Et donc, nous t'avons invité aujourd'hui parce que Burdeo est un observateur particulièrement aiguisé, spécialisé dans le recrutement des acteurs de la durabilité depuis pas mal de temps, plus de 15 ans, je crois. Euh, 15 ans. 15 ans. Donc, voilà, nous avons hâte de t'entendre sur comment tu vois évoluer les besoins de recrutement, mais aussi le rapport à la compétence dans ce périmètre, ce vivier des talents qui interviennent sur le monde du développement durable. Et puis, nous avons également la chance d'accueillir Nathalie Perrier de Schneider Electric. Merci beaucoup d'être là. Nathalie, vous êtes actuellement en charge, alors pas seulement de la sustainability, mais de la Sustainability Community Transformation. Donc, vous allez nous en dire un peu plus un mot. Donc, vous êtes hébergé dans les équipes de la sustainabilité, mais pour porter la question de la transformation et en particulier sur la question des talents et de l'accompagnement du développement des compétences pour mettre en adéquation les équipes avec le projet stratégique porté par Schneider Electric. J'ajoute que vous avez vous aussi une expérience de plus de 20 ans au sein même de Schneider Electric, où vous avez occupé plusieurs fonctions opérationnelles dans différentes business units et que vous êtes tombé, entre guillemets, dans la marmite de la RSE depuis 2021, si mes notes sont bonnes, que maintenant, sur lesquelles vous intervenez à nouveau. Et je voudrais quand même dire un mot sur Schneider Electric, qui n'est pas une entreprise tout à fait anodine. Ça reste un de ces pionniers absolument emblématiques de la transformation durable, qui accapare pas mal de classements et de reconnaissances. Et je rappelle que, voilà, en témoigner, en 2024, Schneider Electric a été reconnu comme pas plus que l'entreprise la plus durable au monde, selon le Time Magazine et selon Statista. Donc tout ça pour dire qu'au-delà voilà, de la reconnaissance que ça peut prévaloir, il y a quand même une certaine forme de maturité dans la réflexion stratégique sur ces questions de durabilité chez Schneider et qui se traduit aujourd'hui par la mise en branle d'un plan de formation dont vous allez nous parler qui mobilise vraiment toutes les équipes autour de ce projet-là. Le plan de cette intervention sera le suivant.
Je vais commencer par, en guise d'introduction, vous rappeler quelques éléments du baromètre de compétences durables que Ecolearn réalise chaque année, donc les résultats 2024, et que alors c'est juste un extrait sur quelques points qui permettent de rentrer dans la question, et je laisserai Catherine et Nathalie éventuellement commenter et compléter par rapport à leur regard respectif. Et puis après, on articulera la discussion avec Nathalie et Catherine autour de deux points. La question de l'identification du besoin de compétences dans les équipes de l'entreprise, et puis la question de la mise en place d'un plan de formation. Et donc partager d'une part l'expérience de Schneider Electric et d'autre part, Catherine, la vision que tu peux en avoir en tant qu'observatrice externe, mais assez affûtée sur les pratiques des directions RH dans les grands groupes. Euh, alors, je vous propose de pardon, poser vos questions progressivement dans le chat ou les questions-réponses que nous prendrons. Alors, soit au fur et à mesure, si elles remontent directement avec les propos tenus par nos intervenantes, soit à la fin, de toute façon, en conclusion de cette heure de webinaire. Voilà, bah, écoutez, merci à vous. Je vais donc commencer par vous rappeler quelques éléments saillants du baromètre de compétences que nous avons publié l'année prochaine. Un prochain sera en préparation pour mars 2025. Donc, si tu veux bien passer à la page suivante, avec cette première question posée, qui est de se dire, euh, d'après le panel de répondants, qui était une centaine d'entreprises, quelle est, selon vous, la compétence qui manque le plus pour conduire la transformation durable au sein de votre entreprise, en citant différentes thématiques. Ce qui ressortait à ce moment-là, c'était que on allait d'abord chercher des compétences assez généralistes dans la structuration globale de la stratégie de développement durable notamment, donc ce qui ressort plutôt des équipes de la RSE. Euh, un autre besoin extrêmement puissant, assez transversal aussi, qui était la nécessité de répondre aux obligations réglementaires. Alors, on était en pleine actualité de la CSRD à ce moment-là, même si ce n'est pas la seule réglementation, il y en a bien d'autres qui émanent en France ou au niveau européen. Mais en tout cas, voilà, un poids assez fort de ces deux premières préoccupations de structuration de la démarche. Et puis après, mais dans un niveau moindre, mais pas si loin, des préoccupations très environnementales, apporter des expertises en matière d'économie circulaire, d'éco-conception, de biodiversité et de climat. Et puis après, dans un second rang, des enjeux qui sont plus sociaux ou différents. Donc si on résume, un besoin de compétences qui est d'abord dans la structuration, avec un panel de répondants qui était assez homogène entre des très grands groupes et des plus petits. Donc de la structuration, des compétences environnementales et puis des compétences sur d'autres thématiques. Autre question qu'on peut se poser, en page suivante, qui serait qu'est-ce qui justement empêcherait aujourd'hui les entreprises de disposer des bonnes compétences qui sont rendues nécessaires par la mise en place d'une stratégie autour de la durabilité. Alors, avant de rentrer dans le détail, ce qu'on peut observer, c'est que les questions ont pas mal changé d'une année sur l'autre entre 2023 et 2024. Et notamment, le top 3 a été littéralement inversé sur ces deux années. Là où en 2023, la première réponse était le fait que bah, finalement, la question d'accéder à des compétences particulières n'était pas nécessairement le sujet de préoccupation le plus important. On s'aperçoit que bah, il est descendu au niveau numéro 3 et qu'à l'inverse, aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes, c'est que bah, ces compétences ne sont effectivement pas disponibles au sein d'entreprise pour la simple et bonne raison, pardon, que les personnes qui sont recrutées ou qui sont désormais dans l'entreprise n'ont jamais été formées à ces sujets-là. Donc c'est en creux, à moyen de reconnaître que ces compétences prennent une certaine forme d'importance, qu'elles sont désormais recherchées, mais que malheureusement, elles ne sont pas disponibles sur le marché à travers la formation initiale que suivent les candidats ou les professionnels dans leur cursus universitaire. Et puis la deuxième réponse qui était apportée, c'était finalement un peu un constat de difficulté rencontré par les équipes des entreprises, de dire bah, on a encore du mal à comprendre véritablement ce dont on a besoin, quels sont les contours des compétences, comment ces compétences doivent se déployer au sein d'entreprise, à quel niveau, dans quelle nature. Euh, Puis après, on tombait à partir du rang 4 sur des questions, et d'ailleurs, on voit un décrochage assez net dans les scores, une difficulté à évaluer, à clarifier le profil à aller chercher, un enjeu financier, puisque on a pu rencontrer par le passé un vivier de compétences assez étroit et qui a eu tendance à booster les salaires et la difficulté à recruter, etc., etc. Et tout ça pour dire que voilà,
s'il fallait résumer cette page, l'identification, voilà, en un an, le fait que cet enjeu de compétences prend une toute autre importance, mais qu'on est encore dans une phase un peu exploratoire pour comprendre la portée et la capacité à déployer ces formations, ces compétences, pardon, au sein de l'entreprise. Alors, en page suivante, la question a été posée de savoir bah, quels sont les métiers finalement sur lesquels il faut investir davantage dans le développement des compétences durables. Donc sans surprise, et quoique le métier principal est la fonction RSE, alors ce qui est quand même une surprise malgré tout, parce qu'on pourrait se dire que bah, les fonctions RSE par nature sont aptes à réaliser ces missions, et en fait on s'aperçoit que bah, pas nécessairement, puisque c'est la première réponse. Et donc il y a à la fois beaucoup de fonctions RSE qui n'ont jamais été véritablement formées, ont appris sur le tas, et puis d'autre part on s'aperçoit que c'est un métier qui évolue très très vite, ne serait-ce que sous le joug de la réglementation, et donc que l'effort de formation est quasiment incessant et permanent. Et après, donc, après cette fonction RSE, on va retrouver les achats, la supply chain, la finance avec probablement un lien avec la CSRD, marketing, communication et R&D, design, conception qui n'arrive entre guillemets que quatrième, alors même qu'on sait que beaucoup d'optimisations doivent venir de la capacité à gérer ces produits, ces process au niveau environnemental notamment. Les RH arrivant ensuite, et puis je laisse découvrir la suite du classement avec une forme de stabilité au fil du temps. Donc ça laisse en creux, voilà, dessiner un ciblage des fonctions prioritaires à couvrir. Et puis, ce sera intéressant d'écouter notamment Nathalie, voir si ça regroupe ce que vous avez mis en place ou ce que vous prévoyez de mettre en place chez Schneider Electric. Question suivante, qui est cette fois-ci non plus sur les métiers prioritaires à former, mais sur les niveaux de hiérarchie, les niveaux de responsabilité à former en priorité entre les top managers, les administrateurs, l'encadrement intermédiaire, les managers, des experts métiers, les collaborateurs en général. Comment s'établit la hiérarchie de déploiement des formations? Ce qui ressort très nettement, et ça confirme une tendance déjà installée l'année précédente, c'est que la priorité va à la formation des top dirigeants, des administrateurs. Dans la capacité à anticiper ces réflexions et à proposer une vision stratégique autour de ces questions. Les managers occupent la deuxième position, avec néanmoins un certain retrait par rapport au niveau d'importance sur l'année précédente. À l'inverse, on a la même tendance sur les experts, mais voilà, avec un très haut de tête sur les managers, les experts ciblés, les collaborateurs dans leur ensemble étant désignés comme étant un peu moins prioritaires. Donc, s'il fallait interpréter ces réponses, une priorité aux personnes qui vont décrire la trajectoire et penser la trajectoire à suivre au niveau des entreprises, des managers qui vont être la courroie de transmission pour permettre d'impulser la transformation et de l'accompagner, et cibler des experts qui devront accompagner ou faire évoluer leur métier pour proposer des réponses aux préoccupations portées par cette trajectoire de développement durable. Et puis je finirai avec une dernière question avant de laisser la parole à nos intervenantes. Plus prosaïque, c'est est-ce que vous, entreprise, vous envisagez de déployer des plans de formation, des programmes de formation sur ces sujets-là, avec bah, finalement une réponse qui n'est pas si nette. Donc la majorité répond oui, mais avec un oui plutôt vague et lointain. Donc seulement 20%, 19% disent oui, ce sera fait et ce sera fait vite. Un quart disent on va le faire, mais probablement un peu plus tard. Certaines disent qu'ils n'envisagent pas, mais ça reste une minorité. Et puis, le plus notable, c'est que beaucoup ne savent pas finalement. Donc, on est un peu dans ce ventre mou, voilà, à ce minimum intermédiaire où le sujet est émergent, mais il interpelle pas mal les directions RH et les directions RSE sur la façon la plus appropriée de s'y prendre. Voilà, peut-être avant de rentrer dans un jeu de questions plus précis, Nathalie, Catherine, est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques qui tiennent de ces chiffres et de ces retours? Catherine, allez, je te laisse commencer. Alors, en fait, il y a une slide que tu as pas montrée, qui est celle d'après, et qui, moi, m'a surprise quand enfin, qui m'a surprise, qui m'a pas surprise, mais qui m'interpelle, qui devrait, tu sais, la slide d'après où vous regardez qui devrait être en charge des programmes de formation. Et si tu vois là où je veux, ce à quoi je veux faire référence,
Et moi, j'ai été étonnée du petit pourcentage. Alors, attends, je vais la retrouver exactement, si j'y arrive. J'ai été étonnée du petit pourcentage attribué au département formation. C'est-à-dire qu'on attend que ce soit le département RSE dans une grande majorité. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Euh, mais je trouvais que le fait que le département formation, je crois que c'était moins de 20%, c'est de mémoire, ça doit être 16 ou 17%. Et je me demande si c'est pas une des clés pour accélérer la formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça sera pris aussi par ce département dont c'est la fonction principale, qu'on peut accélérer. Donc voilà, c'était une première remarque. Nathalie, je vous laisse éventuellement continuer le temps que je retrouve mon chiffre exact. Merci. Donc moi, sur la partie compétences, donc modèle d'affaires qui arrive en premier lieu, c'est pas étonnant pour moi parce que c'est la manière d'aller à l'échelle. Sans repenser les modèles d'affaires et l'organisation, c'est difficile d'aller à l'échelle sur ce type de transformation. Réglementaire, bah, c'est pas étonnant non plus, hein. On voit ce qui se passe en particulier en Europe sur l'accélération des réglementations autour de ces sujets-là et la multiplication de ces réglementations. Donc la difficulté, c'est déjà d'avoir la vue actuelle, mais c'est aussi d'anticiper le futur. Et après les conceptions, je pense que c'est plus lié, en fonction de l'industrie. Nous, on est vraiment, beaucoup dans la R&D, dans l'innovation, donc c'est quelque chose, enfin, tout ce qui est design, c'est quand même un point fort et on a attaqué ces sujets-là il y a longtemps, donc après, pourquoi les gens ont du mal à se former? Manque de formation dans l'entreprise. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs choses derrière. Parfois, c'est un manque de formation disponible. Parfois, c'est un manque. Chez Schneider, on a aussi quand même pas mal de matières. C'est un manque de structuration et de mise en visibilité vis-à-vis des collaborateurs et même de connaissance par les RH, par les managers de l'existence. Donc, la visibilité, je pense, qu'elle peut être aussi cachée derrière ce point-là. Et ce qui est le deuxième point, qui était la difficulté à définir les nouvelles missions et compétences. Ouais, c'est difficile pour les gens de comprendre que toute l'entreprise va devoir se transformer et parfois la deuxième étape et nous chez Schneider, on est à cette étape-là. Moi, j'ai clarifié un peu les missions, comment les métiers vont se transformer, mais après il faut faire comprendre aux bons acteurs, aux experts qui vont pouvoir influencer sur le changement des métiers. Et donc on est plutôt sur, voilà, que les gens puissent prendre le temps de comprendre pour le faire. Il y a plusieurs approches là-dessus. Moi, j'ai 2 approches, hein. J'ai la voie officielle pour essayer de convaincre et j'ai la voie, on va dire, bottom up, c'est-à-dire finalement, d'embarquer les collaborateurs qui sont hyper motivés pour faire bouger les choses, pour qu'à la maille de leurs équipes, je leur donne les clés pour qu'ils aillent transformer aussi les fonctions par ce biais-là. Voilà. Donc deux commentaires sur ces sujets-là, mais voilà, il y a pas de choses qui m'ont étonnée dans ce que je vois en tout cas. Arnaud, vous êtes en mode muet. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger pendant que vous parliez. Oui, on va basculer tout de suite sur l'expérience de Schneider. Juste auparavant, Mao, j'ai rajouté la slide dont Catherine parlait. Donc, si tu peux actualiser ton Google et on va pouvoir montrer le chiffre en question qui, effectivement, la question étant, euh, d'après vous, doit prendre en charge, voilà, c'est cette partie, je pense, Catherine, dont tu faisais, c'est Oui, le camembert de gauche. oui, c'est ça. Qui doit être en charge de driver la montée en puissance des compétences d'entreprise et avec ta remarque de dire effectivement les RH sont finalement un peu le parent pauvre dans les réponses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est quand même leur métier. Donc voilà, ça nous permet de visualiser ce que tu voulais Hmm, expliquer, merci. Catherine. Alors, Nathalie, je me tourne vers vous et puis Catherine, je te laisserai peut-être commenter ensuite, mais je le disais, Schneider est très avancé dans ses réflexions, dans l'intégration des enjeux de développement durable au cœur même de la stratégie. Vous arrivez maintenant à vous poser avec profondeur la question de l'alignement des équipes, des compétences avec les enjeux de délivrer ce plan stratégique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, et puis je crois que vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans ce poste, qui vise justement à assurer cet alignement et cette capacité d'entraîner tout le projet, enfin toute l'entreprise dans ce projet stratégique qui est de plus en plus porté sur la durabilité. Donc, tout simplement de dire comment vous y êtes pris,
Comment vous réalisez en fait le diagnostic des compétences qui sont nécessaires et qui sont déjà disponibles ou pas disponibles au sein des équipes pour identifier justement ces écarts et finalement quel est le résultat que vous accepteriez de partager sur les fonctions sur lesquelles les besoins sont les plus importants et sur lesquelles il faudra porter un peu plus l'accent de formation dans les prochains mois et les prochaines années. Donc déjà, donner un peu le contexte de comment est-ce qu'on a lancé ce chantier-là. Donc en fait, comme vous le disiez en introduction, hein, chez Schneider Electric, on est engagé sur ces sujets depuis très longtemps. Mais au fur et à mesure des années, on a quand même investi de plus en plus dans l'humain, enfin dans les équipes. Et fin 2022, le comité exécutif de Schneider a décidé de lancer un programme qui s'appelle l'Invent pour vraiment clarifier la stratégie des organisations autour de tout ce qu'on fait sur le développement durable. Quand je parle, moi, de développement durable, c'est à la fois c'est toutes les dimensions, environnementale, sociétale, gouvernance, et c'est à la fois notre transformation interne de notre mode de fonctionnement, mais c'est aussi la partie business, puisque comme on est engagé depuis longtemps, on a acquis une certaine expérience et on a aussi une partie de notre business qui vise à aider d'autres entreprises à définir leur stratégie RSE et les aider à l'implémenter. Donc moi, je regarde vraiment les deux aspects. Et d'ailleurs, en termes de compétences, il va y avoir des compétences en commun très fortes. Donc moi, ça a été une création de poste, hein, j'ai pris le poste en milieu 2023. Ce que j'ai commencé à faire dès le début, qui me semblait important, c'est d'identifier les leaders de développement durable dans les différentes organisations clés. R&D, supply chain, corporate, et même vente. Pourquoi? Parce que j'avais envie de les embarquer dans la définition de cette stratégie d'organisation. C'était important pour bien évidemment avoir une bonne vue et quelque chose de pertinent à la fin, mais c'est surtout aussi une manière de transformer, puisque ça devient des agents du changement dans le déploiement de cette stratégie-là. Donc, pour ce qui est des compétences et l'identification des compétences, avec ce groupe-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est focalisé dans un premier temps sur les compétences, je vais dire techniques, c'est-à-dire purement développement durable. On n'a pas regardé l'aspect soft skills, même si c'est clé dans la transformation. On a commencé par les aspects techniques. Donc moi, j'ai fait des propositions sur la base de discussions avec d'autres entreprises, sur la base de recherches sur LinkedIn, etc. J'ai fait des propositions sur les différentes compétences qu'on devrait avoir dans le groupe, en séparant ces compétences en deux lots. Les compétences qui sont vraiment transverses à toutes les équipes impliquées dans le développement durable et des compétences qui sont plus spécifiques à certaines organisations. Pourquoi? Parce que c'était important aussi d'identifier du coup quelles étaient les audiences pour ces formations et quelle était la taille de cette audience. Donc ça, c'était pour l'identification au début de ces compétences. Après, pour ce qui est de voir par où commencer, la stratégie, ça n'a pas été d'identifier les plus grands gaps, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cadre du programme Invent dont je vous parlais avant, il y a le développement, j'ai en charge de développer une Sustainability Academy. L'objectif de cette académie, c'est pas de développer ou d'être le propriétaire de tous les contenus de développement durable, mais c'est de s'assurer que si un employé Schneider veut se former sur le développement durable, il se connecte à l'académie et il va trouver l'ensemble de contenus. Je vous donne un exemple sur l'éco-conception, c'est très attaché à la R&D, c'est de la R&D. Donc c'est l'académie R&D qui le fait, mais par contre, on va retrouver leur contenu structuré correctement dans la Sustainability Academy. Et notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble des compétences. Parce que finalement, quand on regarde nos équipes développement durable aujourd'hui, elles sont quand même assez compétentes. Bien sûr, on peut toujours améliorer, on a parlé de la réglementation, etc., mais elles sont assez compétentes. Donc l'objectif, c'est aussi de former, de permettre à d'autres employés de se former pour rejoindre ces équipes, ou à d'autres employés de se former pour agir, en fait. Je me permets de vous arrêter une seconde sur ce Ouais. point parce que si on pose la question en termes de push et pull de formation, là vous êtes en train de dire que vous agissez sur les deux leviers, c'est-à-dire que vous rendez disponible du contenu pour que des acteurs qui ont envie de le faire spontanément le fassent. Et est-ce que par ailleurs vous allez aussi faire du push pour que des gens que vous avez ciblés et qui vous paraissent importants de monter en compétences soient embarqués dans les programmes? Oui, on fait bien du push et du pull. Alors, le push, donc le pull, ce qui est super, c'est qu'on a plein d'employés, de plus en plus d'employés qui nous rejoignent parce qu'ils sont hyper engagés sur ce sujet-là, donc ils ont envie. Donc il y en a plein qui vont s'auto-former et on les guide pour bien le faire, en les aidant à créer leur projet quelque part. Et sur le push, oui, alors on a du push plus ou moins obligatoire ou plus ou moins incitatif. Et on a un peu des deux. Chez Schneider, comme dans plein d'autres grandes entreprises, hein, tous les ans, on a un certain nombre d'heures de formation qui sont obligatoires, donc on pas sans arrêt
être en obligatoire. Mais d'un point de vue corporate central, on le fait de temps en temps. Par exemple, on a eu une formation quand même de 3 heures au développement durable qui a été mise comme obligatoire pour les top 2000 leaders de Schneider. On a eu l'année dernière 1 heure pour tout le monde obligatoire. Donc ça dépend, on fait de l'obligatoire de temps en temps, mais sinon on fait du push en essayant de convaincre aussi. Donc c'est vraiment un mix de tout. Et il y a aussi l'incitatif qui est prise par les organisations elles-mêmes. C'est-à-dire que les achats ont décidé, incitatif obligatoire, les achats ont décidé que le niveau basique de sensibilisation, tous les acheteurs devaient l'avoir finalisé d'ici milieu de cette année. D'autres organisations vont se lancer des challenges entre elles. Donc voilà, il y a vraiment un mix de tout. On essaie d'utiliser un peu tous les leviers pour faire en sorte que les équipes montent en compétences. Après, pour identifier finalement les écarts importants, parce qu'encore une fois, dans l'académie, on veut couvrir l'ensemble des compétences pour justement permettre aux équipes de monter en compétences, celles qui veulent rejoindre les jobs, celles qui sont motivées, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des compétences. Soit avec du contenu sur étagère, hein, je voyais votre enquête, soit du contenu sur étagère, soit du contenu customisé, donc étagère customisée, soit du fait maison en fonction du type de contenu. Mais ce qu'on a fait finalement pour définir les priorités, c'est plutôt de regarder d'un point de vue business, les priorités business qu'on se fixait pour cette année, où la compétence pourrait vraiment amener quelque chose. Et les 3 priorités qu'on s'est fixées, donc 1, la réglementation, vous le disiez, hein, la réglementation, c'est une compétence importante, enfin importante et puis compliquée à adresser. 2, les compétences qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs sur notre scope 3. C'est-à-dire que le scope 3 chez Schneider, c'est, on est à 14% en amont et 86% en aval. Donc, c'est là qu'on a vraiment des leviers pour agir. Et la 3e priorité qu'on s'est donnée, c'est d'aider sur la partie business. Je disais que c'était une partie de notre business, donc d'aider les forces de vente sur la partie capture de parts de marché. Et on a séparé, on a une approche aussi double. C'est-à-dire qu'on adresse dans l'académie, on adresse les compétences. Si quelqu'un veut se former sur, j'en sais rien, la décarbonation, on peut le diriger vers tous les contenus décarbonation. Mais on a une approche aussi métier. On construit des parcours de formation par métier qui vont utiliser bien évidemment une partie des contenus des compétences. Sur la partie compétences, les priorités qu'on a mises, c'est de continuer sur l'éco-conception. On avait déjà fait pas mal de choses l'année dernière, mais de continuer sur l'éco-conception qui est le cœur de notre métier. La réglementation ESG, comme je disais, c'était quand même une priorité. Les modèles d'affaires, donc vous parliez des modèles d'affaires, donc vous voyez, on est quand même assez en lien avec ce que votre enquête montre. Et la décarbonation, qui est le cœur de notre métier, qui est la valeur bien sûr, on en a besoin pour nous-mêmes, mais qui est aussi une des valeurs qu'on apporte, une des valeurs fortes qu'on apporte à nos clients. En termes de métier, on a ciblé les achats, parce qu'on a une équipe qui est assez forte et quand même assez équipée, hein, centrale, qui drive la transformation. Mais si on veut aller à l'échelle et s'assurer que c'est permanent, c'est durable, il faut absolument qu'on forme les métiers des achats. Donc les achats, la finance, bien évidemment avec la CRCRD, les vendeurs pour développer le business, mais aussi une dernière fonction qui est hyper importante chez Schneider, et je pense dans une grosse boîte comme Schneider, qu'on appelle chez nous les Territory Sustainability Leaders. Mais qu'est-ce que c'est? Bien sûr, on a des équipes centrales qui drivent la transformation et la stratégie RSE de Schneider. Mais si on veut vraiment avoir de l'impact, il faut aussi qu'on ait un soutien local. Donc on a dans tous les pays Schneider, on a plus de 100 employés, on a ce qu'on appelle les Territory Sustainability Leaders qui vont vraiment gérer cette transformation locale. Et c'est important qu'ils soient bien formés pour que ce soit impactant. Donc ça fait partie de nos priorités dans les métiers. Voilà. Et pour 2025, on est en phase de priorisation, mais ce qui est sûr, donc c'est pas, on va utiliser la même philosophie en regardant les priorités business. On veut aussi mettre le paquet sur les aspects sociaux. C'est important parce que chez Schneider, on est persuadé qu'il faut vraiment adresser les deux en même temps si on veut que ce soit durable et impactant. Et puis, on va ajouter surtout la partie soft skills. Donc, les parcours de formation qu'on a créés pour les métiers aujourd'hui, on s'est focalisé sur la partie hard skills, technical skills. Et là, on va rajouter la partie soft qui est hyper importante. Et moi, il y a un framework que j'ai découvert, que j'adore, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est l'IDS, Inner Development Goals, pour se mettre un peu en parallèle des Software Development Goals, que je vais vraiment utiliser pour apporter cette couche soft skills sur les parcours de formation. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Avant de laisser la parole à Catherine, j'ai une question très rapide à vous poser, là, que Emmanuel a remontée, pour clarifier cette question de scope 3, qui est un peu inhabituelle, hein. En général, on a beaucoup plus de scope 3 en amont qu'en aval. Ouais. On dira un petit mot, donc peut-être Emmanuel est moins familier aussi à la notion de scope, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, 14% en amont, 86% en aval?
Et ben, en fait, quand on regarde les produits de Schneider, on est dans la distribution électrique et l'automatisation, donc nos produits sont électrifiés. Et donc en fait, électrifiés et dans tout produit électrique, hein, il y a pas de miracle, il va y avoir de la perte. Alors bien évidemment, via l'éco-conception, on réduit la perte au maximum, mais il y aura toujours de la perte. C'est physique, voilà, c'est comme ça. Et donc nos produits étant électrifiés, s'ils sont installés dans un pays avec une énergie très décarbonée comme la France, eh beh, nos émissions dans ce pays-là vont pas être fortes. Mais quand on est dans des pays avec une électricité très fortement carbonée, il va y avoir énormément d'émissions. C'est pour ça que notre scope 3, aval est énorme, parce que nos produits, encore une fois, sont électrifiés. Donc le plus gros de notre challenge, c'est bien là. Très bien, merci Nathalie. Catherine, est-ce que, Oui. en tant qu'observatrice plutôt du point de vue du recruteur et du cabinet de recrutement, est-ce que tu peux généraliser la présentation faite par Nathalie et partager des observations sur comment tu as vu évoluer l'appel en compétences durables ces dernières années? Alors, l'appel en compétences est déjà est de plus en plus technique et ça, je pense qu'une des premières slides le montre. Alors, si effectivement, il faut que chacun ait une compréhension du sujet de durabilité qui en lui-même n'est pas simple parce que systémique, c'est une chose, mais on se rend compte que là où les entreprises viennent nous chercher, ce sont sur des postes particulièrement technique et opérationnelle. Donc avec cette partie environnementale, qui a été, que ce soit de l'éco-conception, que ce soit du carbone, que ce soit de la CSRD, mais techniques qui vont arriver aussi au fur et à mesure que, la législation, prend plus de place et par exemple, avec la CS3D qui arrive bientôt, on peut se dire qu'il y aura un aspect technique, mais qui sera un aspect technique juridique. D'accord? Donc, au niveau des compétences, c'est au fur et à mesure que l'entreprise, augmente son degré de maturité et qu'elle va plus loin dans la transformation du business, il y a besoin de compétences plus fines et au fur et à mesure aussi que la législation, elle, bien devient aussi, plus large, on a aussi des besoins de compétences techniques sur ces métiers. Et alors, tu as peut-être d'autres commentaires? Sinon, j'aurais une autre question à te poser. Alors vas-y, non, pose, Non, non, je voulais savoir si Nathalie a partagé en fait les compétences sur lesquelles elle allait porter un accent particulier, que ce soit les métiers ou les thématiques. Euh, du point de vue du recruteur, est-ce que tu as vu évoluer ces aspects-là ces dernières années? Est-ce qu'il y a des thèmes qui montent plus que d'autres? Et est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels l'intégration des enjeux de développement durable est en train de changer aussi? alors, je vais distinguer entre les compétences et ensuite éventuellement l'évolution des métiers. Les compétences, que ce soit de l'éco-conception, c'est intéressant, hein, l'éco-conception, c'est revenu, la CV, c'est revenu dernièrement, lié certainement à la loi AGEC. Enfin, on va pas se mentir, la réglementation, elle drive quand même un certain nombre de besoins. Donc, l'éco-conception de l'économie circulaire, qui est de nouveau un sujet. Ça l'était plus quand je suis arrivée il y a 5 ans, puis il y a eu un petit creux de la vague et là, c'est reparti. Bien évidemment, le sujet du reporting extra-financier et la compréhension de ce que ça veut dire des indicateurs de la double matérialité. La décarbonation, c'est un sujet qui nous occupe depuis 3 ans, avec une volonté d'internaliser le sujet dans les entreprises, mais aussi d'aller beaucoup plus loin dans leur stratégie de décarbonation. Sur les modèles d'affaires, parce que c'était un autre aspect que vous avez abordé, Nathalie, j'aimerais bien, entre toi et moi, que ça soit plus souvent le sujet, mais ça ne l'est pas encore autant aujourd'hui, peut-être. Et là, on serait plus sur un aspect plus transverse et certainement beaucoup plus élevé dans la hiérarchie de l'entreprise, avec un aspect qui ferait intervenir à ce moment-là des compétences de marketing stratégique et de travail sur l'offre. Mais je trouve que ça reste encore plus rare. On est vraiment encore sur des compétences très techniques Mm. afin de traduire en réalité les engagements que les entreprises ont pu prendre.
D'accord. Maintenant, ce qu'on peut voir évoluer aussi, et ça, tu sais que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Burdeo, c'est ce qu'on appelle les métiers à double casquette. Et là où je rejoins Nathalie aussi, et c'est vraiment l'intégration de la durabilité dans les métiers et dans tous les métiers de l'entreprise pour vraiment acter cette transformation. Et là, c'est pas que je pense, c'est qu'on voit quand même de plus en plus ces métiers à double casquette devenir réalité dans les entreprises. Alors, je sais que la question qui m'est très souvent posée après, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de recrutement sur ces sujets? Et ma réponse est ben, pas vraiment pour l'instant parce que l'entreprise s'appuie sur ses collaborateurs qui ont les compétences métiers au départ et viennent les aider à grandir sur les sujets de durabilité. Et les sujets qui reviennent le plus souvent, on a parlé des achats, bien évidemment, c'est pas nouveau. On a le sujet de la supply. On voit maintenant le sujet de la finance. Je pense qu'il y a beaucoup de financiers qui ont compris que l'extra-financier allait devenir aussi important que le financier et qu'il fallait que les équipes montent en compétence sur ces sujets-là. Moi, j'appelle de mes vœux, on va voir ce que la CS3D va donner, mais j'appelle de mes vœux aussi qu'on ait des équipes juridiques compliance qui s'emparent de ces sujets avec un besoin de comprendre ce qu'est la RSE au sens large. Très bien. Si je peux rebondir, Bien sur sûr. ce que vous avez dit Catherine sur les modèles d'affaires. Je suis pas trop étonnée que ça en termes de recrutement, ça ne crée pas trop de demandes. Parce que je pense qu'il y a quand même des experts. Moi je la priorité que je mets chez Schneider, c'est plutôt de je vais dire ça, à ma manière, d'ouvrir les chakras. C'est-à-dire donner assez de matière en termes de formation sur ces sujets-là pour que les leaders, les managers, les gens qui sont en charge de la création d'offres se disent: «Ah, mais il y a autre chose qui est possible». Et je pense que c'est ça l'urgence. Après, les profils pointus, je pense qu'on va en trouver, enfin, je veux dire, mais il faut déjà ouvrir, en fait, et je pense que c'est ça le challenge et je pense que c'est ce que vous disiez un petit peu. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Nathalie. Après, ça va être une question de maturité de l'entreprise. Vous Mmh. avez effectivement cette merveilleuse opportunité d'être dans une entreprise qui est déjà bien, bien, bien avancée. Vous voyez, on commence un petit peu à parler de former les vendeurs. Alors vous le faites, mais dans beaucoup d'entreprises, on en est à se poser la question de savoir est-ce qu'il y aurait un intérêt à former la force commerciale. Et effectivement, c'est très important pour que on intègre dans tous les pans de l'entreprise ces notions de durabilité. Si je peux, Arnaud, je ne sais pas quelle heure il est, je voudrais rebondir sur l'aspect soft skills. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Alors, Nathalie, là aussi, je vous rejoins complètement dans le sens où c'est extrêmement important. Nous, depuis 15 ans, on a vu, on voit que les professionnels qui portent ces sujets en entreprise ont des traits caractéristiques en commun. Et en particulier, bien évidemment, sur les soft skills. Alors, don't get me wrong, comme on dit en anglais. Bien évidemment, les compétences, la compréhension des sujets, elle est fondamentale. C'est- Tout à fait. Par contre, comprendre les sujets mais ensuite ne pas avoir à sa disposition ces fameuses compétences douces qui vont permettre de faire son job au jour le jour, d'aller embarquer, d'aller faire de la pédagogie, de savoir créer des alliances, d'avoir du leadership d'influence, de pouvoir aller faire de la coopétition. C'est même plus de la collaboration parfois, c'est aller faire de la coopétition. C'est absolument fondamental. Et ce Merci pour qui en cette. même Pardon. temps, alors je termine par ça, ce qui en même temps, pour ceux qui nous écoutent et qui éventuellement sont dans un processus peut-être de reconversion, c'est un signe positif que je donne. C'est-à-dire que partez de ce que vous avez comme expérience aujourd'hui aussi dans vos métiers respectifs. Bien évidemment, venez ajouter la compétence dure, mais ne négligez pas tout ce que vous avez pu acquérir au fil du temps en termes de compétences douces.
Merci. Merci pour cette précision importante auquel je souscris et je crois Nathalie aussi, parce que vous en avez parlé. Avant de parler des plans de formation et de la structuration qu'on peut emporter avec l'expérience notamment de Schneider, je voulais rebondir à la fois sur ces enjeux de soft skills, sur la question de la vision plus stratégique du développement durable, et puis une question qui est posée par Valentine par rapport à l'enjeu de formation des dirigeants. La compétence durable chez les dirigeants, chez les administrateurs, Nathalie, ça donne quoi chez vous? Et Catherine, quelle observation tu en fais aujourd'hui à ton niveau? Mmh. Alors, Nathalie, allez-y. nous, on est un peu chanceux, hein, comme je le disais en introduction, on a aussi une partie de notre business, enfin une grosse partie de notre business qui est sur le développement durable, hein, puisqu'on aide dans la transition énergétique, et on aide à l'électrification, à l'efficacité énergétique, etc. Donc nos dirigeants sont très sensibilisés sur tous ces sujets, en tout cas décarbonation, transition énergétique. Après, moi, ce que je me suis mis aussi comme objectif, c'est aussi, de faire monter en compétences, même si on en a un certain nombre, hein, mais sur les aspects sociaux, voilà, de diversifier un peu sur la biodiversité, sur la régénération. Donc on a des choses qu'on peut faire. Mais globalement, on est quand même assez chanceux puisque comme ça fait partie de notre business, de fait, ça fait partie de la connaissance de l'entreprise, y compris des top leaders. Merci Nathalie. Catherine? Alors, de mon point de vue, ce que j'entends depuis toujours et que je continue à entendre aujourd'hui, hein, de la part de responsables RSE, de direction RSE, c'est il faut absolument que le COMEX soit embarqué. Si le dirigeant n'est pas embarqué, on ne va pas y arriver, on va pas y arriver. Donc, oui, ça reste bien évidemment la priorité. Il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de choses. En tous les cas, moi, j'entends ça comme étant une priorité. On est souvent sollicité du côté de People for Impact. On parlera peut-être, j'ai vu qu'il y avait une question Mm. sur les freelances, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on est souvent sollicité justement pour comment, enfin, qui peut venir acculturer mon COMEX. Alors, on sait que ça va être de toute façon une forme d'obligation aujourd'hui dans les conseils d'administration, parce qu'il y aura aussi une responsabilité de l'administrateur sur ces sujets. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a une compréhension que c'est un sujet, et que tout doucement, ça arrive, de différentes manières, mais ça arrive. D'accord. Alors, on va réserver les 10 prochaines minutes sur la question des plans de formation. Et en guise de mise en bouche, Mao, si tu peux avancer sur les slides suivantes. On voulait partager cette expérience. Alors, nous-mêmes, on est formateurs, ce qu'on appelle en intra-entreprise. Donc, on propose des plans de formation au sein même des entreprises. Ce qu'on voit que c'est un sujet naissant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une maturité très homogène au sein des différentes sollicitations. Euh, et s'il fallait le schématiser, alors dans ce schéma très compliqué, mais ce qu'on a le sentiment de déceler, c'est que bon, il y a un enjeu temporel, c'est-à-dire qu'il y a une courbe d'apprentissage à respecter et on ne va pas directement présenter les choses compliquées avant d'avoir présenté les choses plus simples et de sensibilisation. Donc il y a un continuum qui va de la découverte, la sensibilisation et puis la montée progressive en compétences et en formation pure. Il y a aussi un enjeu d'orchestration des différentes populations d'entreprise. Donc là, j'ai proposé de le schématiser entre les top managers, les dirigeants, les managers intermédiaires, les experts métiers, les collaborateurs. Et ce qu'on observe, en tout cas, c'est dans la demande qui nous est faite, c'est qu'il y a un phénomène un peu de sandwich. C'est-à-dire on a tendance à commencer par, d'un côté, les top managers qui doivent être en avance, qui doivent être formés idéalement, préalablement au reste des équipes, suivi très vite de près par la somme de tous les collaborateurs. Et ça se referme progressivement, d'après ce qu'on perçoit vers les managers pour apporter cette courroie de transmission auprès des équipes et vers les experts métiers pour vraiment enclencher du changement de pratique et de l'opérationnalité dans les différentes expertises. La dernière dimension étant la montée progressive en compétences. Et clairement, on voit que plus, et notamment chez les experts métiers, plus le temps passera, plus on monte dans des seuils croissants de niveau d'expertise de plus en plus précis, quitte à resserrer aussi la cible vers des populations de plus en plus étroites qui sont celles, typiquement les éco-designers, ça va être une certaine population au sein des équipes de R&D probablement, ou pas. Donc voilà un peu nous ce qu'on observe. Nathalie, avec l'expérience de Schneider Electric, une fois de plus, comment vous y êtes pris pour construire le plan de formation chez Schneider? Qu'est-ce que ça donne? Et notamment dans cette profondeur d'enseignement, aujourd'hui, c'est quoi les durées et c'est les modalités de dispositifs que vous proposez? Et puis, accessoirement, un mot sur les RH. Quel rôle ils jouent aujourd'hui dans ce plan de formation? Alors,
C'est vrai que moi, je gère les sujets people de la transformation, parce que je suis aussi en charge de l'engagement des collaborateurs sur le développement durable au sens plus large. Mais je travaille en étroite collaboration, main dans la main quand même avec les équipes RH qui vont m'apporter aussi comment ça s'intègre tout ça dans nos processus. Mais le lead aujourd'hui est vraiment côté des équipes RSE. Et une de mes tâches, ça va être de petit à petit faire monter en compétence les RH sur ces sujets-là, faire prendre conscience du rôle qu'ils vont pouvoir jouer. En gros, ce que j'ai dit à mon chef qui est en charge de la stratégie RSE de Schneider, je lui dis, moi, j'aurais réussi ma mission si dans 2 ans, mon job disparaît et les RH ont repris le lead sur le programme d'engagement, sur les stratégies d'organisation, etc. 2 ans, c'est peut-être ambitieux, j'en sais rien, mais il faut toujours se mettre un objectif. Et j'aurais réussi quand ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration et en collaboration intelligente, ce qui est déjà absolument super, quoi. Après, sur la partie plan de formation, d'abord, pour nous, enfin, j'en ai un peu parlé avant, c'est des enjeux hyper clés et doublement clés chez Schneider, parce qu'encore une fois, on a la transformation et on a la partie business. Et c'est clé parce que les talents sont rares sur le marché. Et je viens du monde du digital et j'ai recruté pas mal de gens dans le digital. C'était déjà dur, mais alors développement durable, c'est encore plus dur. Il y a des besoins d'avoir les composantes métiers plus développement durable. Catherine, vous en avez parlé un petit peu. Mais il y a aussi besoin d'avoir une connaissance de l'entreprise, une connaissance de ses codes et un réseau. Parce qu'on est sur des transformations compliquées, écosystémiques, transverses. Et on se rend compte qu'à un moment chez Schneider, et on a besoin d'expertise. On a fait venir des experts de l'externe. Et je pense que c'est une question que vous aviez un petit peu, Arnaud, avant. Mais en fait, il faut avoir un bon mix. C'est ce qu'on cherche, nous, le bon mix entre des experts de l'externe et des gens qui viennent, voilà, qui ont passé un certain nombre d'années chez Schneider pour comprendre ces codes et vraiment driver la transformation. Et enfin, chez nous, on a 4500 personnes en gros qui travaillent sur ces sujets de développement durable. On est 150 000 personnes, 160 000, ça change, mais on ne peut pas penser qu'une transformation pareille va pouvoir s'appuyer que sur 3% des employés du groupe. Donc, c'est le besoin de transformation des métiers. Donc, ce plan de formation, il est crucial. Parce que, et vous en parliez un petit peu Arnaud aussi, parce que c'est pas que former les fonctions de développement durable, c'est pas que former les managers et le leadership, c'est transformer les métiers et donner l'opportunité aux métiers si c'est pas obligatoire, de s'auto-former. Voilà. Et comme nous, on a beaucoup de gens qui le veulent, c'est super. Donc c'est vraiment un enjeu très très fort qu'on a chez nous. Donc, Très bien. comment on l'a construit? Sensibilisation, formation. Nous, on a chez Schneider une offre globale, c'est moi qui gère sur l'offre globale, la Sustainability Academy, et des offres locales. Pourquoi? Parce qu'on chez Schneider, ce qu'on dit, c'est qu'on est la plus locale des compagnies globales. C'est-à-dire qu'il y a des années en arrière, on avait vraiment un pouvoir décisionnaire assez centralisé sur la France, et maintenant on a vraiment décentralisé pour être au plus près de nos marchés. Et notre manière de faire la formation, c'est pareil. Donc on a une offre globale, et si jamais les pays ne trouvent pas ce dont ils ont besoin dans l'offre globale, ils vont déployer leur propre offre locale pour prendre en compte la partie besoin local. Sur la partie sensibilisation, un point important que je voudrais mentionner, c'est que la sensibilisation, on a du contenu, nous, disponible qu'on déploie depuis 2022. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas seulement sensibiliser, on veut mettre en action. Et ça fait partie de notre offre, on peut dire, de formation. C'est-à-dire que dans le programme d'engagement des collaborateurs, ce qu'on a mis en place, c'est leur faire comprendre les enjeux climatiques et sociétals, leur faire comprendre ce que Schneider fait pour contribuer à adresser certains de ces challenges, donc leur faire comprendre notre stratégie. Et après, c'est de leur donner les moyens d'explorer le champ des possibles. Moi, en tant que leader dans le développement durable, et pas que moi, d'autres leaders de développement durable, plein d'employés viennent nous voir en disant « Je veux un job développement durable ». Les employés ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils cherchent du sens, ce que je comprends. Et c'est super. Et on a envie, mais on n'aura pas un job pour tout le monde. C'est 3% de la masse salariale génère. Donc, on veut leur donner les moyens d'agir. Et donc, leur expliquer le champ des possibles. Et là encore, on amène du contenu pour leur expliquer le champ des possibles. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie personnelle, comment je peux contribuer auprès des communautés, etc. Et après, on les met en action, c'est-à-dire qu'on les aide à prendre la décision. Moi, Nathalie Perrier, comment je veux contribuer, par où je veux commencer. Donc ça fait partie de la sensibilisation et de notre approche à nous pour vraiment la mise en action. C'est d'autant plus important que dans une société comme Schneider, très engagée sur ces sujets-là, on a mis beaucoup l'accent sur la sensibilisation, seulement la sensibilisation au début. Il fallait bien commencer par ça. Mais si on s'arrête là, c'est assez dangereux parce que ça peut créer de l'éco-anxiété. Donc nous, on veut vraiment mettre dans l'action. Vous avez compris? Mais on peut agir et on va agir, on va vous aider à agir. Voilà, c'est important.
Après, donc on a parlé mix obligation, mix incitation, c'est notre approche. Et après sur les années à venir, ce qui va être important, donc c'est rigolo, vous le présentez en pyramide, moi je parle de fusée. Ce qui va être important pour moi, c'est de consolider tous les étages de la fusée. Donc on a commencé avec tous les collaborateurs, vous avez entendu les top 2000 leaders de Schneider. Moi j'ai montré un programme sur les top talents Schneider, moins de 30 ans, pour les sensibiliser, pas spécialement dans le développement durable, parce que c'est les leaders de demain, et moi je veux les sensibiliser, les former, pour que demain ils transforment l'organisation à l'échelle. Mais voilà, donc il y a encore les managers, voilà. Donc là, ça va être vraiment de consolider à l'avenir, sur les années à venir, de consolider ce que j'appelle les étages de la fusée, en sensibilisant tout le monde. Donc nous, on a la moitié de notre population qui sont des cols bleus. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à les atteindre, pour des raisons aussi d'organisation du travail. Donc ça, j'y travaille, mais ça, c'est important. De consolider vraiment le leadership et le management, et après d'aller vers plus de formations aussi certifiantes pour nos experts. C'est important pour, dans leur métier, mais aussi pour aider sur la gestion de leur carrière au sein de Schneider à l'avenir. Donc consolidation des étages affiliés ou de la pyramide, c'est ça qui va être important sur les années à venir. Merci Nathalie. Alors Catherine, je me tourne vers toi avec une première question, puis tu verras si tu veux réagir aussi plus largement. Mais question qui est posée aussi en ligne. Finalement, une entreprise, quand elle doit développer ses compétences, elle a trois options, schématiquement. Soit elle forme, soit elle recrute des gens à l'extérieur, soit elle fait appel à un schéma intermédiaire, donc elle fait appel à des freelances ou des consultants qui viennent apporter ponctuellement cette compétence. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la dynamique par rapport à ces trois possibilités dans le temps et éventuellement selon les tailles d'entreprise aujourd'hui sur les sujets de durabilité, bien évidemment. Alors, sur la mobilité, ce qu'on pourrait appeler, je vais commencer par celle du milieu, la mobilité interne et la formation. Honnêtement, à l'instant T, ça reste quand même réservé aux très grandes entreprises. Les entreprises de taille intermédiaire, elles en sont pas là du tout. Le recrutement, c'est c'est une option. euh, Quand on a besoin de compétences particulièrement précises, lorsqu'on a compris qu'il fallait incarner cette stratégie RSE, et parfois dans les ETI, ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, sur la partie freelance ou manager de transition, moi, je trouve que depuis 3 ans, il y a une vraie explosion de la demande en raison de la pertinence à résoudre une question ou un problème à un instant T et une forme de flexibilité budgétaire qui peut répondre aux besoins d'entreprises de taille intermédiaire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais Si, je si, bah, pense, c'est ta réponse en voilà, tout cas, mais c'est ma réponse. donc plutôt Et monter du. Oui, pour info, Nathalie. pour compléter, personnellement et dans le groupe, on utilise de plus en plus de freelancers aussi, sur ces sujets de durabilité, sur des sujets un peu pointus, où on n'a pas la bande passante en interne sur nos experts qui en ont jusque-là sur la CSRD et les différents challenges. Donc de temps en temps, on fait appel justement à des freelancers sur ces sujets-là, aussi en grande entreprise. Je trouve que c'est une flexibilité qui est hyper intéressante. D'accord. Et j'aurais une autre question, Catherine, merci pour vos réponses. Euh, Toi qui interagis, j'imagine, beaucoup avec les fonctions RH, est-ce que tu les vois euh, enfin, se professionnaliser, gagner en une meilleure compréhension sur ces enjeux de compétences autour de la durabilité ou malheureusement pas Ou assez? pas. Alors, tu serais étonné, mais en fait, les RH ne sont pas nos premiers interlocuteurs, mais je pense que ça peut répondre en partie à ta question. Nous échangeons et nous interagissons essentiellement avec ce que dans notre jargon on appelle les opérationnels, c'est-à-dire les directions RSE. Et je pense qu'il y a une réponse, une partie de la réponse que je viens de faire à ta question, c'est que non, il y a encore un déficit de compréhension euh, des compétences et surtout des compétences dures qu'il faut avoir pour ces postes. Ça reste encore, ces notions restent encore parfois mal appréhendées. Alors, c'est pas parce que les RH le veulent pas, je pense que aussi c'est parce que ils ont beaucoup d'autres sujets à traiter et voilà, et que ça implique aussi de leur côté une montée en compétences. Il leur faut le temps et la bande passante et ils ont aussi beaucoup d'autres sujets. Hmm. Nathalie, merci. Une question immédiate et puis après je me tournerai vers les dernières questions qu'on n'a pas répondu dans les chats. Vous formez les RH?
Vous avez prévu de le faire? Eh ben, c'est en train, on est en phase, on a un pilote qui est lancé et moi j'éduque aussi en proposant des livres. Enfin voilà, j'essaie vraiment d'influencer la transformation des fonctions RH et comme en plus je travaille beaucoup avec eux, voilà. Donc c'est en cours. On est en train de démarrer, et oui et je pense que c'est un vrai challenge côté RH parce qu'ils ont un sujet aujourd'hui qui est, je pense, en haut de la pile, qui est l'impact de l'intelligence artificielle sur la transformation Mmh. des métiers et aujourd'hui, ça leur prend une bande passante, ce que je comprends. Parce qu'en fait, l'impact de l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui. Alors que changement climatique, ça semble, moi je trouve pas que ce soit si lointain que ça, mais ça semble plus lointain. Donc j'ai l'impression que leur agenda, il est beaucoup là-dessus. Mais voilà, moi j'ai la chance de travailler beaucoup avec eux, donc voilà, j'essaie d'influencer, de former, de faire des pilotes et j'espère que ça va prendre. Alors, Bon. je terminerai juste en disant que dernièrement, quand même, on a eu des sollicitations pour aider les départements RH à repenser les fiches de poste et les périmètres et les compétences qu'il va falloir intégrer dans les fiches de poste des collaborateurs sur tous les métiers. Donc, ça commence à arriver, mais on en est au début. D'accord. Alors, je vois que j'étais en train de relayer toutes les questions, voir si celles qu'on avait abordées ou pas. Alors, Nathalie, il se trouve qu'il y avait une question justement sur l'arbitrage entre AI et Mmh. durable, donc vous l'avez évoqué. Pour prolonger sur les RH, Philippe vient de poser une question que je pourrais reformuler sur, bah, finalement, Nathalie, vous les formez à quoi les RH par rapport aux enjeux de durabilité? Parce qu'ils ont un rôle qui est central, mais qui est à la fois de gérer la dimension sociale, mais aussi d'accompagner le plan de transformation durable de l'entreprise, qui est leur cœur de métier, pas Et la bah, déjà, transfo. pour l'instant, je leur fais comprendre, quel devrait être leur rôle aujourd'hui. D'avoir des pratiques d'adresser des pratiques responsables, de regarder aussi l'adaptation des postes au changement climatique, sujet hyper important. De driver de plus les discussions avec, les représentants du personnel. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans, la prise de conscience, de leur faire prendre conscience: «Voilà tous les changements que vous allez devoir faire». Et après, moi, je vais pouvoir les accompagner. Quand ils auront compris, je vais pouvoir les accompagner quoi. Comment vous avez besoin de moi? Comment je peux vous aider à le faire, en fait? Mais aujourd'hui, je suis plus sur la prise de conscience, déjà de leur nouveau métier, en fait. D'accord. Bah, très, très bien, merci. J'étais en train de balayer. Alors, je crois que côté chat, on n'est pas trop mal. Je vois par contre sur les questions-réponses, il y a alors une dernière question là. Les profils juniors formés sur le développement durable et la RSE ne sont pas recrutés et les profils seniors existent peu parce que les sujets comme la CSRD sont nouveaux. Point d'interrogation. Euh, Bah, je veux bien prendre la réponse, Vas-y. Arnaud, si tu veux. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Non, les profils jeunes sont recrutés et effectivement, il y a de plus en plus de formations initiales qui intègrent ces enjeux et ils peuvent trouver des postes aujourd'hui dans les entreprises. Sur les profils seniors, ça dépend ce qu'on appelle sur les profils seniors. Et il y a des recrutements, qui se font sur des profils qui ont un certain nombre d'années d'expérience, qui ont su à un moment donné intégrer, ces enjeux dans leur parcours ou qui apportent, d'autres éléments, en particulier sur le sujet de la transformation et qui peuvent aussi trouver, chaussures à leurs pieds. Quand on est un profil senior, on n'attend pas de vous la même chose que lorsque, vous êtes un jeune diplômé où on vous demande d'être peut-être plus technique que sur des profils seniors où on va demander d'autres types de compétences. Très bien. Mais écoutez, il reste quelques questions, mais qui sont vraiment spécifiques au rôle de Burdeo et, et la possibilité de placer des candidats. Donc ça, je laisserai peut-être Catherine y répondre en aparté. Et puis je suis soucieux de terminer à l'heure. Il est 12h32, donc on avait commencé à quelques minutes de retard. Donc je voulais vous remercier, Nathalie, Catherine, pour ces éclairages hein, sur un sujet dont on comprend bien C'est à toi. qu'il monte, qu'il reste beaucoup de champs de progression. Et puis on apprécie de voir qu'une entreprise comme Schneider donc, a accumulé un certain nombre d'expériences qu'elle a pu partager aujourd'hui et dont on voit pour autant que le chemin reste plutôt devant que derrière. Donc il y a encore des tas de choses à découvrir pour embarquer la totalité des collaborateurs dans ces projets qui sont certes lointains, mais qui sont malgré tout extrêmement préoccupants.
Merci à toutes les deux, merci à nos participants. Pour rappel, vous recevrez le replay et les slides, et puis on se tient à vos dispositions pour toute question, de même que j'imagine Catherine et Thalie, si vous avez des questions pour elles à leur poser. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de Bonne journée, à journée. bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.